Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h19, votre invité, c'est Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, chargé également du groupe de travail de la majorité présidentielle sur la loi travail acte 2, réactivée par le président de la République il y a quelques jours, favoriser l'emploi, modifier aussi les règles de l'assurance chômage. C'est quoi la philosophie de cet acte 2, de cette nouvelle loi de travail sur laquelle vous travaillez, Marc Ferracci ? Alors, ça n'a pas changé, c'est toujours d'aller vers le plein emploi. Le plein emploi, c'est pas simplement un indicateur statistique à atteindre, 5% de chômage ou un taux d'emploi plus important. Le taux d'emploi est peut-être un indicateur plus favorable. Le plein emploi, c'est un changement de société. C'est une société dans laquelle les gens se projettent dans l'avenir, dans laquelle les parents ont moins peur pour l'avenir de leurs enfants, dans laquelle les travailleurs et les salariés ont la capacité d'obtenir de meilleures conditions de salaire, de meilleures conditions de travail, parce qu'ils ont un plus fort pouvoir de négociation. C'est très important de le comprendre. On le voit bien, là, d'ailleurs, avec les NAO cette année, qui seront un peu moins favorables parce que le rapport de force est un peu rééquilibré. Tout à fait. C'est plus facile d'aller négocier votre fiche de paye quand il y a 4% de chômage et que vous pouvez aller voir ailleurs, que quand il y a 10% de chômage et que c'est votre employeur qui peut aller chercher ailleurs. Donc ça, c'est la philosophie globale et l'objectif global. Après, c'est comment on y va. On sait que la conjoncture est un peu moins favorable aujourd'hui. On sait que la croissance a ralenti. Le chômage a un petit peu remonté et il est probable, moi ce sont mes prévisions à moi, qu'il remonte tout au long de l'année 2024. Ça ne signifie pas que la tendance va s'inverser. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est, pour répondre à votre question, l'enjeu de cette réflexion autour d'un acte 2 de la réforme du marché du travail, l'enjeu c'est de préparer un rebond qui soit le plus fort, le plus massif possible quand la conjoncture va s'améliorer. Alors le problème c'est que ça va peut-être pas être tout de suite et pas en 2024. On avait hier l'étude Alexio en exclusivité qui nous disait que seuls 23% des entreprises rencontrent des difficultés de recrutement aujourd'hui. Elles étaient 56% il y a 3 mois. Donc ça va très vite, ce qui veut dire que le contexte auquel vous allez faire face sur l'année 2024 n'a rien à voir avec celui du plein emploi. Là, on est plutôt sur l'inverse et une remontée du chômage. Oui, c'est assez logique. Le chiffre que vous évoquez est assez intéressant parce qu'il montre au fond que face à une conjoncture qui se dégrade, les entreprises ont de moindres perspectives de vente, de moindres perspectives de chiffre d'affaires et elles adaptent leur recrutement. Elles ont moins besoin de se projeter dans un carnet de commandes bien plein. C'est un élément qui veut dire moins de négociations sur les salaires, ce qui veut dire le contraire de là où vous voulez aller. Hein. Mais vous l'avez dit, les choses ont changé très vite. Les choses ont changé en 3 mois. Ça veut dire qu'elles peuvent aussi changer dans l'autre sens et que les anticipations des entrepreneurs quant à la conjoncture, quant à leur carnet de commandes et donc leur pratique de recrutement, elles peuvent changer aussi très vite. Donc il faut garder son sang-froid par rapport à ces évolutions de la conjoncture et il faut réfléchir aussi à des mesures un peu plus structurelles qui vont faire que quand la conjoncture va s'améliorer, on sait que l'inflation va ralentir, que ça va être favorable à la croissance. En 2025, je pense qu'il y aura un rebond plus important. Il faut qu'à ce moment-là, on soit prêt. Alors, concrètement, parce que le chef de l'État a notamment évoqué le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage. Est-ce que c'est le moment de durcir les conditions ? Est-ce que c'est le moment, par exemple, d'aligner pour les seniors l'assurance chômage sur ceux qui sont plus jeunes, alors que, justement, effectivement, ça va devenir un peu plus compliqué de retrouver un emploi ? Alors, sur ce point, on a déjà fait des modifications, vous le savez, puisque désormais les durées d'indemnisation chômage pour tout le monde, pas simplement pour les seniors, mais notamment pour les seniors, elles dépendent de la situation du marché du travail. Quand le taux de chômage est en dessous de 9%, eh bien on diminue, c'est ce qu'on a fait en février 2023, on diminue de 25% les durées d'indemnisation. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Il y a une réflexion, cette réflexion elle est en train d'être menée. Vous pensez que oui, vous ? Alors, moi je pense, je vais vous dire mon point de vue spécifique sur les seniors. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune étude qui montre que les seniors sont des gens moins productifs que les autres. Toutes choses égales par ailleurs, pour le même niveau de diplôme et pour le même poste. On sait aussi... Ils sont souvent plus chers, ces problèmes. Tout à fait. C'est exactement le point sur lequel je voulais attirer l'attention. On est dans un pays où on a tendance à progresser en termes salariales à l'ancienneté. Et c'est vrai que quand on arrive à 50, 55 ans au chômage, eh bien, on a des exigences salariales et c'est normal. On a un niveau de vie, on a un appartement à payer, on a les études des enfants à payer et on doit choisir des offres d'emploi qui s'adaptent à ce niveau de vie. C'est la raison pour laquelle, parmi les propositions qu'on devrait, je pense, regarder... Vous en avez une ? J'en ai une qui consiste à donner aux personnes, aux gens qui cherchent un emploi au-delà d'un certain âge, une prime de retour à l'emploi pour compenser cette décote salariale qu'ils peuvent subir face aux offres qui leur sont faites sur le marché du travail. Mais il y a d'autres aspects. Mais ça veut dire concrètement, vous dites aux seniors, acceptez des emplois avec des salaires inférieurs, baissez vos exigences de rémunération. Ça veut dire on vous aide à les accepter. C'est-à-dire, vous l'aidez comment ? Complétez, quoi. Eh bien, on complète avec une prime qu'on leur verse à eux.
Mais ad vitam aeternam ou juste one shot Là, c'est une question de calibration. Il faut que la prime soit suffisamment attractive pour que ça compense pendant un certain temps une décote salariale. Qui la paierait? C'est l'assurance chômage qui paierait? Tout à fait. Ce que je pense, c'est que, et ce serait d'ailleurs peut-être gagnant pour l'assurance chômage, parce qu'on voit que les seniors ont tendance souvent à aller au bout de leur indemnisation chômage, même quand ils cherchent très activement un emploi, ils ont du mal à trouver. Le fait de donner une prime qui soit calculée comme une proportion du capital de droit qui leur reste, ça donne une incitation à prendre un job très vite. Parce que si vous prenez un job dès le premier jour de votre épisode de chômage, la prime est grosse. Si vous attendez la fin, la prime est insignifiante. Donc ça, c'est, je pense, une bonne incitation. Mais il y a d'autres aspects. Sur les seniors, si on va au bout, il y a des formes de discrimination à l'égard des seniors. Il y a des employeurs qui, culturellement, n'ont pas envie d'employer des seniors. C'est la raison pour laquelle il faut se donner des outils pour lutter contre ces discriminations. Moi, j'ai présenté et fait adopter en première lecture à l'Assemblée nationale une loi visant à généraliser les testings en matière de discrimination et notamment de discrimination à l'embauche. Le gouvernement va s'en saisir et prépare d'ores et déjà un testing sur l'accès à l'emploi des seniors. Je pense qu'il faut agir sur plusieurs leviers et en matière d'assurance chômage, il faut réfléchir aux durées d'indemnisation, mais il faut réfléchir aussi aux aides qu'on apporte aux gens pour reprendre un emploi. Alors ça, c'est le sujet de l'emploi qui est bien évidemment très important, mais qui est un tout petit peu laissé de côté en ce moment avec l'actualité autour des agriculteurs. On a presque l'impression que sur le sujet des agriculteurs, on connaît toutes les raisons de la colère. Elles ne sont pas nouvelles. C'est presque quasiment l'unanimité pour être d'accord avec leurs difficultés au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut? Un grand plan agriculture, une pause sur certains accords internationaux. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, si vous le permettez, je vais juste faire un petit insert pour dire mon émotion et avoir une petite pensée et une parole pour les 2 personnes qui sont décédées sur un barrage cette semaine. Et c'est quelque chose d'absolument dramatique. Et on ne peut pas évidemment commencer à parler du sujet sans avoir une pensée pour elles. Sur le sujet des agriculteurs, il y a évidemment une crise qui est profonde. Il y a une crise de confiance à l'égard de l'ensemble du système et de l'ensemble de la filière et des normes de la filière. Cette crise de confiance, elle a pour origine des aspects normatifs. On sait qu'une grande partie des règles auxquelles sont confrontés les agriculteurs sont d'origine européenne. On sait qu'on a eu tendance... La France en rajoute beaucoup sur les normes sanitaires. Vous savez qu'on en fait plus que ce que demande l'Europe. Il ne faut pas toujours accuser l'Europe, il faut aussi assumer ses choix et ses lois. J'allais y venir, vous m'enlevez les mots de la bouche. On a eu tendance ces dernières années à surtransposer les directives européennes. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on revoie les normes qui sont d'un niveau législatif ou réglementaire et qui ont fait l'objet de surtransposition, qu'on remette tout à plat. Il faut également, parce qu'il y a cet aspect-là qui remonte beaucoup dans les revendications des agriculteurs, qu'on se pose la question, y compris en envisageant des moratoires, sur des processus de transition qui, par exemple, interdisent certains produits phytosanitaires ou certaines pratiques sans solution. L'interdiction sans solution, aujourd'hui, ça n'est plus acceptable, ça n'est plus accepté. Et ça, ce sont des réflexions structurelles. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient percuter, mais de manière positive, une réflexion qui est celle du gouvernement sur la simplification au sens large. Vous savez qu'il y a une réflexion, notamment à Bercy, sur la manière dont on allège le processus de production des normes. Il y a trop de normes, il y a trop de choses compliquées. Eh bien, ça doit aussi concerner les agriculteurs. On s'est posé la question ce matin avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose de la nécessité ou pas de faire une pause sur les accords de libre-échange. Parce que les agriculteurs ont le sentiment que ces accords de libre-échange sont injustes parce que justement on leur impose des normes qu'on n'impose pas à nos partenaires avec qui on commerce. Est-ce que par exemple il faut arrêter les négociations autour de l'Amérique du Sud et du Mercosur? Je ne pense pas qu'il faille arrêter les négociations, mais il faut faire très attention à 2 choses. D'abord, il faut que dans les accords, il y ait ce qu'on appelle des clauses miroirs, c'est-à-dire des clauses qui imposent aux gens qui vont exporter leurs produits chez nous les mêmes contraintes sanitaires, sécuritaires qu'à nos agriculteurs. Mais ensuite, ça ne suffit pas, parce que moi, vous savez, j'ai été au gouvernement, en tout cas dans les cabinets ministériels, je sais que c'est pas parce qu'on écrit quelque chose dans un traité, dans une loi, dans un règlement, que c'est appliqué à la fin. Donc il faut faire en sorte que ces clauses miroirs, elles soient véritablement contrôlées, appliquées. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui savent, comme nous, comme vous, et peut-être même mieux, lire les traités. Ils voient qu'il y a des choses, mais ils voient que l'application de ces traités et les exigences qui sont faites à leurs concurrents, elles ne sont pas en réalité mise en œuvre. Et donc ça, c'est un élément très important. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Je ne suis pas le meilleur spécialiste. Si on n'arrive pas à les faire appliquer, ces clauses miroirs, il faut être très clair. Là, il faut se poser la question d'appuyer sur le frein en matière de signature de traités.
Beaucoup de nos agriculteurs gagnent moins que le SMIC. Ils ne sont pas salariés. Pour les salariés, est-ce que vous préconisez une évolution du calcul du SMIC ou vous considérez qu'il faut le laisser comme aujourd'hui avec une vision nationale ou est-ce qu'il faut, par exemple, le renvoyer aux branches ou le faire évoluer de manière régionale? Il y a une réflexion qui date d'il y a un certain nombre d'années sur le SMIC. On a un SMIC qui est élevé relativement à l'échelle des salaires. Quand on se compare à d'autres pays, on a un SMIC qui représente 62% du salaire médian. En Allemagne, c'est quasiment 10 points de moins. Et ça provoque à la fois des sujets sur l'emploi. On est obligé, pour éviter que ce haut niveau du SMIC ne nuise à l'emploi, de compenser avec beaucoup d'exonérations de charges au niveau du SMIC le coût du travail. On dépense 75 milliards d'euros par an d'exonération de charges. Donc c'est un sujet. Est-ce qu'on n'utiliserait pas cet argent de manière un peu plus efficace pour l'emploi, pour la compétitivité industrielle ou pour la protection sociale d'ailleurs? C'est un sujet qui justifie qu'on réfléchisse au SMIC. Moi, effectivement, je suis favorable à ce qu'on ait une réflexion sur donner plus de place au dialogue social. Donc SMIC, branche par branche. Dans la détermination des salaires, il y a plusieurs options. Vous pouvez, comme ce qui se passe dans certains pays scandinaves notamment, décider que ce sont les branches qui décident des minima. Vous pouvez faire quelque chose d'un petit peu intermédiaire en disant on va continuer d'indexer le SMIC, mais on va faire une moyenne des minima de branches. Et on va dire que cette moyenne va constituer l'indexation du SMIC. Ce qui revient, ça peut paraître un peu compliqué, mais ce qui revient à redonner la main au dialogue social. Et ça, je pense que c'est un élément important parce que le SMIC progresse, vous le savez, je pense, à la fois avec les prix, mais aussi avec les salaires. Nous sommes le seul pays dans lequel le SMIC est indexé à la fois sur les prix et sur les salaires. Peut-être dans la loi travail 2, on verra. Et donc, je pense qu'il faut avoir une idée qui est de négocier au plus près du terrain, dans les branches et dans les entreprises. C'est ça la philosophie globale qu'on poursuit depuis 2017. Merci Marc Ferracci, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.